J'ouvre tout de suite notre second débat. Il est donc consacré, il porte sur la famine dans la Corne de l'Afrique qui subit sa pire sécheresse depuis 40 ans. Je pourrais résumer la situation avec la brutalité d'un chiffre. 36, une personne meurt de faim toutes les 36 secondes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le mois dernier, l'UNICEF, l'Oxfam, Action contre la faim et CARE lançaient l'alerte. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Comment les guerres, vous en parliez, comment le réchauffement climatique aggrave la situation? Avant d'en débattre, le constat d'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire avec Cécile Sixou. Dans ces camps de fortune, des milliers de Somaliens ont trouvé refuge. Premiers touchés par le réchauffement climatique, ils fuient la sécheresse. L'absence de pluie leur a fait perdre leurs récoltes et leur bétail. Ils sont menacés de famine. Bien que la Somalie ne contribue pratiquement pas au changement climatique, les Somaliens en sont parmi les plus grandes victimes. Près de 5 millions de personnes connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et bien sûr, la hausse des prix aggrave la situation. Somalie, Éthiopie, Kenya, Soudan, dans la Corne de l'Afrique, une personne meurt de faim toutes les 36 secondes et au total dans cette région, 22 millions de personnes sont menacées de famine. Même constat au Sahel où 18 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Outre le réchauffement climatique, les conflits armés ont aggravé la situation, mais aussi le manque de denrées alimentaires lié à la guerre en Ukraine. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme et appelle à l'aide humanitaire. Les ressources dont dispose l'OMS et ses partenaires pour répondre à la crise sont insuffisantes pour faire face à l'explosion des besoins. La Somalie et ses voisins de la Corne de l'Afrique, ainsi que les pays de la région du Sahel, ont besoin de l'aide du monde entier et ils en ont besoin maintenant. La générosité des donateurs ne permet plus de compenser la croissance rapide des besoins. En Somalie, il manque un tiers des 6 millions d'euros nécessaires réclamés par les Nations Unies pour faire face à la crise. On explique les raisons de cette famine historique avec Jean-François Riffaut. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Action contre la faim. Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, économiste, directrice adjointe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et vous publiez ce livre, Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est aux éditions Erol. J'accueille Mathieu Brun, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Également avec nous en duplex, en visioconférence, Sylvie Brunel, géographe, professeur de géographie à Sorbonne Université. Bonsoir, vous publiez Nourrir, livre aux éditions Buchet-Chastel. Et je signale, vous êtes également l'ancienne présidente d'Action contre la faim. Et Mathieu Croissando est resté à mes côtés, évidemment. Je vais donner un chiffre pour démarrer, Jean-François Riffaut. Selon le Programme alimentaire mondial, 22 millions de personnes menacées par la famine. Cette année, ce sont des chiffres de janvier. 5 mois plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation dans cette partie? Je crois qu'on est à 45, 5 mois plus tard. 45 millions menacés. Menacés par la famine. La famine, c'est le degré extrême d'insécurité alimentaire. Mais si on élargit un petit peu l'approche, un humain sur 10 ne mange pas à sa faim. Ouais. Un humain sur 10, plus de 830 millions de personnes sur Terre ne mangent pas à leur faim. Ce chiffre a augmenté de quasiment 20% au cours des 10-12 dernières années. Et on connaît les processus qui amènent à cette situation-là. Ils sont connus, ils sont documentés, il y a de la science posée sur l'ensemble de ces processus et de ces causes-là, qu'il s'agisse des conflits, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse des inégalités sociales et économiques, qu'il s'agisse des enjeux de genre aussi. On connaît les causes d'un des pires drames humanitaires qu'on n'a jamais connus et on continue à regarder cela. Alors il y en a un certain nombre qui se battent. Il y en a un certain nombre qui se battent sur le terrain, des acteurs humanitaires, et au premier chef, les personnes concernées et les ONG locales. Mais il est temps qu'un vrai mouvement politique se mette en place, que l'ensemble des personnes qui se sentent concernées par ça, pas uniquement les politiques, mais les personnes qui se sentent concernées par ça, décident qu'on applique les solutions qui existent et qui sont à notre disposition. Oui, on évoquait la question d'un gouvernement mondial à la fin du premier débat. J'ai volontairement fait la transition, évidemment, entre les deux thèmes. Sylvie Matelli, est-ce qu'on en est loin sur ces questions ?
On en est loin sur toutes les questions. J'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire ça, effectivement. Mais sur la question de la faim dans le monde et des famines, très très loin. Et ne serait-ce que des initiatives. Moi, je me souviens de 2008, la crise de 2008, avec des spéculateurs qui sont mis en cause parce qu'ils spéculent sur les marchés des matières premières. Et Nicolas Sarkozy, qui dans le cadre du G20, propose de créer un groupe de travail pour réfléchir à la façon de réguler cette spéculation. Alors il y a, je crois que l'autorité des marchés financiers en France a pris des dispositions pour encadrer la spéculation sur ces marchés. Il y a eu des initiatives aussi au niveau européen, mais on est quand même très 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 loin d'avoir régulé ces marchés. Or, l'une des raisons pour compléter la liste des causes de famine que vous avez citées, c'est aussi le jeu de certains acteurs financiers qui, eux, ne meurent pas du tout de faim et font beaucoup d'argent sur la spéculation sur ces marchés. Si on reste sur le constat, Mathieu Brun, qui sont les premières victimes de ces crises alimentaires? Sont les plus fragiles parmi les fragiles, les femmes, les enfants? Effectivement, ce sont les plus fragiles parmi les fragiles. Vous l'avez bien rappelé, la première des causes de l'insécurité alimentaire et de ces grandes famines, c'est les conflits. Ce sont les conflits, les guerres, les crises qui touchent en premier les plus vulnérables. Donc on est bien sur des couches de la population qui n'ont pas les moyens économiques, sinon logistiques, d'accéder à leur alimentation au quotidien. Donc ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont les personnes qui sont en situation de handicap, ce sont les personnes qui sont exclues des sociétés et qui n'ont pas accès à des politiques de protection sociale, de protection des plus vulnérables. Il y a, si vous me permettez, un paramètre complémentaire que je trouve encore plus dramatique, c'est que 70 à 80% des personnes qui luttent contre la faim sont des paysans. Ce sont des personnes qui non seulement sont censées cultiver pour nourrir les autres, et dont on imagine que d'abord elles se cultivent pour se nourrir elles-mêmes. 70 à 80% des personnes qui luttent contre la faim sont des personnes qui seraient censées nourrir les autres. Il y a un cercle vicieux qui se fait. Alors ça s'explique aussi, et ça dit, en complément de la longue liste de causes que nous avons soulignées, ça dit aussi le dysfonctionnement profond du système agro-industriel, agroalimentaire mondial, et le besoin, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, le besoin d'une souveraineté alimentaire un peu plus affirmée pour que les premières personnes qui sont en premier lieu censées produire pour les autres, arrivent au moins à produire pour elles-mêmes. Oui, alors là, on a évoqué, on va dire, les causes peut-être structurelles. Sylvie Brunel, je viens vers vous, parce que malheureusement, la Corne de l'Afrique, moi, depuis des décennies, j'ai l'impression d'entendre parler de famine et de malnutrition dans cette partie du monde. Donc il y a les causes endémiques, les causes structurelles. Si je vous pose une question sur les causes structurelles, parce qu'on va essayer de les détailler un peu ensemble ensuite, vous diriez quoi, Sylvie Brunel ? Sur les causes plus conjoncturelles. Vous avez tout à fait raison, Thomas Hugues. Les crises alimentaires sont extrêmement récurrentes dans la Corne de l'Afrique depuis un demi-siècle, mais ce qui est marquant, c'est que leur fréquence s'accélère. Pourquoi ? Parce que les écosystèmes se dégradent, parce que les populations sont extrêmement pauvres. Chacune des personnes présentes sur le plateau a énoncé des causes qui sont très justes. Il faut bien comprendre que la malnutrition chronique, c'est lié à la pauvreté, c'est lié au problème de pouvoir d'achat. Mais quand se greffent là-dessus des conflits qui vont toucher des minorités périphériques, des minorités négligées, eh bien, on va arriver à un phénomène extrêmement aigu qui est la famine. La famine, si l'on peut agir, si les ONG peuvent intervenir, si elles peuvent apporter de la nourriture, on arrive à l'enrayer. Le problème, c'est que la famine touche précisément des régions qui sont en guerre et on ne peut pas mettre du tout sur le même point les 4 pays que vous avez cités. Vous voyez par exemple le Kenya. Le Kenya, c'est un pays qui devrait pouvoir nourrir sa population. Sauf que ceux qui souffrent de la faim au Kenya, ce sont justement des pasteurs somalis dans des régions périphériques. En Somalie, on a un problème d'affrontement entre des clans. En Éthiopie, on a ce problème de la guerre avec le Tigré, mais on a aussi le problème de la minorité somalie en Ogaden. Et puis le Soudan, et d'ailleurs votre carte n'était pas tout à fait juste, parce que le Soudan aujourd'hui, ce sont 2 pays, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Au Soudan du Nord, vous le savez, il y a en ce moment la guerre, une véritable guerre avec énormément de migration. Et au Soudan du Sud, qui devrait être le pays des rivières, qui est un pays extrêmement fertile, eh bien, les populations sont dans une pauvreté insigne et ne cessent de s'affronter depuis l'indépendance du Soudan du Sud, c'est-à-dire depuis 2011.
Alors justement, vous parliez du Soudan. Je propose un premier témoignage dans ce débat, celui de la directrice du Programme alimentaire mondial pour le Soudan du Sud. Elle parle en quelque sorte le terme n'est pas très bien choisi de ma part, mais je vais le dire comme ça, d'un empilement des crises. Écoutez. Cette crise ne pouvait pas arriver à un pire moment. Au Sud-Soudan, nous entrons dans la saison des pluies. La circulation est extrêmement difficile. Nous comptons déjà 7 400 000 personnes ayant besoin d'une aide alimentaire. Nous ne sommes pas en mesure de les nourrir toutes en raison des problèmes de ressources. Nous avons également dû réduire nos programmes à cause du manque de moyens financiers. Et maintenant, nous devons à nouveau redéfinir les priorités entre les personnes affamées et ces nouveaux arrivants qui sont extrêmement vulnérables. Jean-François Riffaut, quand je parle d'empilement des crises, si on prend des cartes, elles se superposent, c'est ça, les cartes des guerres, les cartes de la famine C'est un constat terrible et qui se multiplie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez la carte des conflits et vous regardez que la carte de la faim se superpose à quasiment 90%. En d'autres termes, 90% des personnes qui luttent contre la faim sont dans des endroits où il y a la guerre, pays, contrées, régions, etc. Mais si vous prenez aussi la carte des plus grandes injustices sociales et économiques, de l'absence totale d'accès aux soins, de l'absence totale d'accès à l'éducation, cette carte se superpose aussi assez facilement avec la carte de la faim. On pourrait certainement faire la même chose avec la carte de l'impact climatique, du changement climatique sur les pays les plus fragiles. Je rajoute un dernier élément sur les acteurs humanitaires, c'est que ce qui est terrible aussi, c'est que la carte des incidents mettant en cause la vie des acteurs humanitaires se superpose aussi, elle, strictement avec la carte des conflits et donc avec la carte de la faim. Et donc on a une forme de cercle vicieux où il y a de plus en plus de nombre de personnes à prendre en charge, à accompagner, et c'est de plus en plus difficile de le faire. Oui. Vous restez présent dans ces pays malgré la guerre. Oui. Parce que sinon vous ne pouvez pas mener votre action contre la faim. À Action contre la faim, comme une dizaine d'autres grandes ONG internationales, nous sommes encore présents, vaille que vaille, en Afghanistan. C'est tout dire. Donc nous sommes encore aussi présents au Yémen, nous sommes présents au Burkina malgré la dégradation délirante de la situation dans le pays. Nous sommes présents au Soudan, nous sommes présents au Sud-Soudan. Vous prenez les pays qui sont en guerre, eh bien, vous trouverez Action contre la faim et d'autres ONG, et d'autres ONG internationales présentes dans les pires endroits de ces pays-là. Oui. Mathieu Brun, vous dites que la faim est une arme politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, parce que là, on a l'impression que finalement, c'est cette insécurité, ces problèmes logistiques, ces difficultés d'accéder sur le plan logistique à l'alimentation qui causent l'insécurité alimentaire. Mais à l'inverse, on peut retourner cette arme qu'est la faim contre les populations. Notre histoire est malheureusement jalonnée de moments où des hommes et des femmes ont utilisé la privation de nourriture, la famine, comme arme politique stratégique depuis les Égyptiens, les Grecs ou les Romains, jusqu'à Bachar el-Assad, même l'État islamique également. Et aujourd'hui, c'est Volodymyr Zelensky qui brandissait cette arme alimentaire que la Russie avait tendance à utiliser pour son propre pouvoir, pour sa propre diplomatie, en l'utilisant, la force qu'elle a, c'est-à-dire sa puissance agricole, le blé, pour pouvoir augmenter sa diplomatie, augmenter ses capacités aussi d'influence à travers la planète. Et donc ce sont toutes ces armes politiques qui sont d'ailleurs interdites par le droit international, humanitaire. Il y a une forme de gouvernance aussi de ces éléments-là, qui posent aussi problème, parce qu'on avait tendance à mettre ça derrière nous, mais c'est vraiment une actualité très forte. Interdire, empêcher les récoltes de circuler, empêcher l'accès aux semences, polluer les sols, polluer... C'est ça, on pense à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est encore un quotidien malheureusement très important et extrêmement dévastateur pour la faim dans le monde. Alors on se posait la question de la responsabilité ou de la capacité d'action des pays riches, des pays occidentaux, Sylvie Attali, mais dans un contexte comme celui-là, comment on peut inverser la tendance ? C'est pas, vous voyez, il y a aussi une part de responsabilité, on l'évoque là, des pays concernés, et voilà, ça limite la capacité d'action des États occidentaux, oui ou non ? Alors, c'est intéressant parce que vous parlez en même temps d'une urgence, la situation qui est dramatique, et il faut arriver quotidiennement à aller nourrir ces populations, et en même temps de tendance. Et c'est vrai et on sait peut-être plus que jamais que le changement climatique, l'instabilité qui en découle et tous les facteurs que nous avons cités vont faire que les crises aujourd'hui se cumulent et que la faim dans le monde est massivement de retour, et ça va durer quelques années. Donc ça, c'est un élément très important face à ça. C'est une urgence
l'urgence qui va durer des années. Alors il y a l'urgence, et l'action dans l'urgence, c'est l'action des ONG, et c'est ce qu'elles essayent de faire. Mais c'est vrai que comme ça va durer des années, au-delà de l'urgence, il faut effectivement penser des stratégies qui vont permettre de réduire, je ne vais pas dire solutionner, parce qu'il n'y a probablement pas de solution, mais de réduire ces risques. Et là, pour le coup, je ne serais pas très optimiste. Regardez depuis combien d'années les pays les plus riches, comme vous les avez appelés, snob, évitent d'aller à la conférence annuelle de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. On n'est pas concerné, quoi. C'est le message que ça renvoie. On ne se sent pas vraiment concerné, alors même que financièrement, les besoins ne sont pas comparés aux dépenses que l'on peut engager en période de Covid et autres. Les besoins financiers ne sont pas si énormes. Et ça, c'est très inquiétant. Et moi, je ferais bien le lien, vous l'aviez fait tout à l'heure avec votre plateau précédent. La conséquence de ça, c'est quand même les réfugiés climatiques. Est-ce que dans les programmes de nos hommes politiques aujourd'hui, ne serait-ce que dans ce pays, il y a prise en compte, même dans les programmes sur l'immigration et le contrôle de l'immigration, est-ce que cette question de la faim dans le monde est ne serait-ce que citée ? Absolument pas, c'est pas un sujet. Souvent considéré sous l'angle du co-développement, mais au sens large, mais jamais la fin. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous l'avez dit, les sommes en jeu, alors je ne sais pas si c'est des sommes, mais les sommes qui circulent si on voulait éradiquer la faim, ne paraissent pas colossales ni inabordables quand on voit les sommes qu'on est capable de consacrer, à raison aussi, au conflit en Ukraine, quand on voit 38 milliards de dollars versés par les États-Unis pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, ce qui est d'autres enjeux, et comparaison n'est pas raison. Mais on sait qu'il y a des grandes masses comme ça. Donc, vous vous dites, la faim, c'est une arme politique. Est-ce que l'inaction contre la faim, c'est un choix politique ? Ou est-ce que c'est de la négligence? Ou est-ce que c'est de l'incapacité à se mettre d'accord? Parce qu'on a aussi, de notre point de vue de béotien, l'impression qu'il y a toute une série de superstructures. On entend parler du Programme alimentaire mondial, de la FAO. Il y a le PNUD aussi, peut-être que ça pourrait concerner. Qui fait quoi et pourquoi on n'arrive pas à mobiliser l'argent? Peut-être préciser une chose importante, c'est que la faim, c'est un problème multidimensionnel. Il ne s'agit pas simplement de faire des politiques agricoles. On dépense 600 milliards de dollars par an dans les politiques agricoles. C'est largement insuffisant, on pourra peut-être revenir là-dessus. Il faut faire des politiques sociales, des politiques de santé, des politiques d'infrastructure. Donc c'est colossal. J'entends bien, là j'étais sur l'urgence, mais oui, voilà, j'entends bien sûr, à long terme, bien sûr. Tout le monde peut en profiter. Il existe aussi des dynamiques qui sont en œuvre. Alors effectivement, elles sont peut-être pas à la hauteur des enjeux, mais au sein du Comité à la sécurité alimentaire mondiale, il y a des discussions, il y a des régulations qui sont pas obligatoires, il y a des régulations qui sont volontaires, il y a des directives, il y a des normes. Donc il y a une forme de gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire. Mon voisin de gauche pourra en témoigner beaucoup mieux que moi, qui malheureusement est encore un peu molle, est encore un peu trop soft et qui n'a pas vraiment d'action sur le terrain, mais elle existe. Par contre, effectivement, on a quand même des mécanismes qui sont liés à la régulation des marchés, qu'on connaît. À chaque crise alimentaire, vous allez entendre les mêmes experts qui vont vous dire on pourrait faire ça, on pourrait agir là-dessus, on pourrait agir sur les stocks de réserve, on pourrait agir sur l'utilisation de ces céréales, le maïs et d'autres qu'on utilise pour la production d'énergie. Donc on aurait des mécanismes d'action, simplement il y a des barrières à l'OMC et ailleurs qui empêchent d'agir cela. Oui, parce qu'il n'y a pas de pénurie à l'échelle de la planète. On pourrait nourrir tout le monde. On produit assez d'alimentation pour l'ensemble de la population. On produit même plus. Oui. Tiens, Sylvie Brunel, j'allais quasiment poser la même question. Il y a effectivement, on produit plus que ce dont on a besoin sur la planète, c'est ça? Alors, pendant longtemps, on n'a pas produit assez et il a fallu mener des révolutions vertes pour augmenter le niveau des disponibilités alimentaires mondiales. Aujourd'hui, on produit suffisamment, c'est ce qu'on appelle les disponibilités. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de populations qui n'ont pas accès à la nourriture, soit parce qu'elles sont trop pauvres, c'est un problème de pouvoir d'achat. Vous avez par exemple le cas de l'Inde, qui est à la fois un très grand pays producteur de nourriture et qui compte en même temps 250 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et puis, vous avez un problème d'accessibilité des populations par les ONG. Jean-François Riffaut, par exemple, Action contre la faim est très présente et essaie de faire de son mieux pour atteindre les populations au Yémen ou ailleurs qui souffrent de la faim, mais elles ne sont pas accessibles. Donc, cette question d'accessibilité à la fois aux populations et des populations à un pouvoir d'achat qui leur permet d'avoir accès à la nourriture, eh bien c'est là que le bas blesse. Alors, en même temps, ce n'est pas une fatalité insurmontable, même avec le changement climatique, même avec la dégradation des écosystèmes. Chaque fois qu'un pays en fait une priorité,
eh bien, on observe des résultats très rapides. Et par exemple, on parle de cette corne de l'Afrique, on parle du Sahel. Mais si vous regardez ce qui se passe dans cette partie occidentale du Sahel, eh bien, vous avez la Grande Muraille Verte qui arrive justement à renforcer les disponibilités alimentaires. Mais ce sont des actions structurelles. Et les ONG, eh bien, elles jouent un rôle extrêmement important quand elles peuvent justement appuyer avec leurs compétences et leur capacité d'aller dans ces endroits difficiles pour renforcer les compétences structurelles, alors que ce soit Farm avec Mathieu Brun, que ce soit Action contre la faim avec Jean-François Riffaut, elles sont extrêmement nécessaires et utiles, mais globalement, il faut de bonnes politiques agricoles. Alors, merci beaucoup. On revient vers vous, évidemment, tout à l'heure, Sylvie Brunel. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite parce que on parlait des aides à l'instant. Je voudrais rebonsoir, Steve, que vous nous disiez ce que fait la France en matière de lutte contre la famine dans le monde. Elle donne de l'argent, notamment avec nos impôts, on contribue en effet à lutter contre la famine dans le monde par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'aide française au développement, l'objectif affiché de l'AFD ou APD. C'est très simple, en tout cas sur le papier. L'éradication de la pauvreté, c'est ce qui a été encore rappelé dans une loi de 2021. Vaste programme. Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, est revenu sur les efforts de la France en la matière. Écoutez. La France est aujourd'hui solidaire. Nous sommes même devenus le 4e pays au monde pourvoyeur d'aide. Nous avons investi 15 milliards d'euros dans notre solidarité internationale en 2022. Là où nous investissions 10 milliards d'euros en 2017. Donc vous voyez la progression en 5 ans. On a vérifié, l'aide française au développement, c'est effectivement aujourd'hui plus de 15 milliards d'euros. Ça représente 7,8% de l'aide mondiale consacrée au développement. Et alors, dans cette aide, qu'est-ce qui est spécifiquement consacré à la lutte contre la famine ? Vous avez raison, l'aide au développement comporte beaucoup de programmes qui visent plein de secteurs différents, climat, environnement, égalité femmes-hommes, éducation. En ce qui concerne la lutte contre la faim, il faut savoir que la France a mis en place une stratégie dite internationale, très concrètement pour les situations d'urgence, les situations de famine. Un fonds d'un peu plus de 140 millions d'euros existe aujourd'hui. Ça s'appelle l'aide alimentaire programmée. La moitié de ces fonds sont destinés à des pays prioritaires. Thomas. Quels sont ces pays ? Les pays d'Afrique en grande majorité. L'année dernière, 66% de l'aide alimentaire programmée a été dirigée vers le continent. Dans le détail, on se rend compte qu'un quart des crédits a été alloué aux pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. On retrouve ensuite, par ordre décroissant, les pays du Moyen-Orient, d'Asie ou encore d'Amérique et des Caraïbes. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'aide française a permis au total de financer 118 interventions en 2022. Ça correspond à un soutien apporté à près de 5,5 millions de personnes à travers le monde. Merci beaucoup, Steve. Jean-François Riffaut, sur cet argent finalement, sur l'urgence, parce qu'on a commencé le débat en disant que la situation était en train de s'aggraver rapidement, cet argent, il est disponible d'abord pour l'urgence alimentaire ? Oui, les 140 millions de l'aide publique, de l'aide alimentaire programmée, qu'elle s'appelle comme ça au ministère des Affaires étrangères, français, et de l'argent pour de la réponse humanitaire, donc pour de la réponse d'urgence. C'est une contribution qui a nettement augmenté. Il faut rendre hommage au gouvernement et à l'État français ces 5 dernières années, qui a nettement augmenté, mais qui reste extrêmement loin des standards internationaux. Les Américains donnent 6 milliards, les Allemands donnent 1 milliard sur l'aide alimentaire. Et donc la question de l'urgence a besoin d'être financée, mais et c'est ce que vous sous-entendiez aussi tout à l'heure. Je crois que la question elle n'est pas que financière. On voit bien, autant pour répondre à l'urgence que pour répondre aux problèmes structurels que mentionnait Sylvie Brunel à juste titre. La question, elle est financière, mais l'enveloppe financière globale ne serait pas aussi insupportable que cela. On parle de probablement quelques dizaines de milliards ou quelques milliards de dollars. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ça ne suffit pas. Et donc je vais le dire très clairement, même si ça peut paraître un petit peu paradoxal qu'un dirigeant d'ONG dise c'est pas que l'argent qui résoudra le problème. Moi je le dis, ce n'est pas que l'argent qui résoudra le problème. Nous avons besoin d'argent, mais nous n'arriverons pas à régler le problème de la faim dans le monde, soit ces situations d'urgence, soit même l'accès à des situations durables pour les populations, s'il n'y a pas à côté des investissements, des meilleures politiques, des gouvernances nationales des pays concernés plus responsables, une gouvernance internationale mieux coordonnée et plus responsable aussi, et où la paix
n'est pas là. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il y a une résolution à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure des Nations Unies qui interdit d'utiliser l'arme de guerre, la faim comme une arme de guerre. Pardonnez-moi, tout le monde regarde ailleurs. Tout le monde regarde ailleurs. Donc l'argent, oui, mais encore une fois, l'argent ne suffira pas. Et je pense qu'on peut le trouver, mais il faut de la volonté politique autant de la part des gouvernements nationaux que d'un gouvernement un peu collectif. Mais vous nous l'avez dit, ça a été le début de notre débat. La carte des guerres se superpose à celle de la famine. Ces guerres, elles sont déclenchées au sein même de ces pays ou entre ces pays. Donc quelle est la part, le levier d'action parce qu'on en revient à ces solutions qu'on cherche, et si elles étaient simples, on les aurait déjà trouvées. La cupidité et la folie des hommes, quoi. La cupidité et la folie des hommes. Parce qu'on le voit bien, et vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, beaucoup ont profité de la guerre en Ukraine. Vous savez, là, les produits alimentaires de première nécessité ont augmenté en moyenne de 20% dans les pays d'Afrique et du Sahel dans lesquels nous intervenons. Je veux dire, j'étais à Kaboul il y a 3 mois, j'étais au Burkina Faso il y a 1 an et en Centrafrique également, donc juste après le début de la guerre en Ukraine, il y avait de quoi manger dans les étals des marchés. Il y a de quoi manger sur les étals des marchés des pays les plus pauvres. Mais en face, il y a des gens qui ont les poches vides. Donc la question, c'est où est passé cet argent? Donc la cupidité et la folie des hommes. Pardon, mais c'est un sujet qui du coup nous dépasse les ONG aussi. C'est le contrôle du conflit, le contrôle de la relation conflictuelle, et peut-être aussi une petite lueur d'espoir. Imaginez qu'à l'inverse, la faim, en tout cas les conditions de sécurité alimentaire, lorsqu'elles sont réunies, contribuent à réduire la propension au conflit. Sur les conséquences de la guerre en Ukraine, vous avez déjà participé à plusieurs débats là-dessus, mais le mot spéculation, vous l'avez déjà employé tout à l'heure, d'une manière générale. Comment on peut l'accoler à ce qui se passe depuis 1 an et demi sur les enjeux alimentaires? Comment on peut la coller? C'est-à-dire, quelle est la part de spéculation dans l'aggravation de la situation de la famine en Afrique? J'ai mieux posé ma question, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Tout à fait. La spéculation, c'est quoi? La spéculation sont des acteurs financiers qui jouent sur les marchés financiers à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire, ils achètent à bas prix pour revendre plus cher. Et bien évidemment, on sait que sur l'ensemble des marchés des matières premières, j'ai pas le détail sur la différence entre les marchés agricoles et les marchés d'autres matières première, on sait que 80% des échanges se font de gré à gré, donc il y a un peu plus de 15% des échanges qui se font sur les marchés financiers, mais par contre on sait que ce sont ces marchés financiers qui fixent les prix, à la hausse comme à la baisse. Et au moment de la guerre en Ukraine, il s'est passé quoi? Au moment de la guerre en Ukraine, vous avez 2 grandes puissances agricoles qui se font la guerre, l'Ukraine qui est en tout cas au tout début de la guerre, et vous me direz de plus en plus depuis le début de la guerre, qui est fortement touchée, ça veut dire des terres agricoles qui sont fortement touchées par ce conflit, donc des acteurs financiers qui anticipent que la production va être mauvaise et qui anticipent la hausse, qui achètent tout de suite à bas prix en anticipant la hausse, mais le fait d'acheter tout de suite à bas prix en anticipant cette hausse, vous savez, les marchés financiers, c'est le lieu des anticipations autoréalisatrices. Je ne vais pas non plus vous faire un cours d'économie, non, mais bon. Ce serait malvenu, mais c'est important de le rappeler. Donc le fait de parier sur une hausse, vous créez cette hausse, vous augmentez les prix et vous avez ces éléments-là. Et je crois qu'il y a un élément, on parlait à l'instant des conflits et de la paix, il y a un élément qui est très important à souligner, c'est que aujourd'hui, les Occidentaux qui sont fortement intervenus depuis une vingtaine d'années pour essayer de pacifier un certain nombre de pays, bien suite aux déboires en Afghanistan, aux déboires français également dans le Sahel ou ailleurs, on est plutôt dans une logique de repli sur soi, ce qui veut dire que les tensions, les conflits risquent de s'aggraver. On a des Nations Unies qui sont quand même aujourd'hui sacrément handicapées par un Conseil de sécurité où personne n'est d'accord avec rien et où chaque membre permanent a un droit de veto. Donc on voit que, outre les acteurs financiers, on a aussi cette difficulté de gouvernance mondiale qui vient amplifier les difficultés. Sylvie Brunel, sur les effets, les conséquences de la guerre d'agression russe en Ukraine, sur les marchés alimentaires et sur donc leur impact sur la famine dans cette partie de l'Afrique. Il y a pénurie de certaines denrées et inflation. Les deux phénomènes se cumulent, c'est ce qu'on peut décrire?
Oui, alors déjà pour revenir à cette question de la spéculation, il faut comprendre que pour, par exemple, les paysans africains, souvent, au moment où ils ont leur récolte, ils vont la brader parce qu'ils ont absolument besoin d'argent. Et il va y avoir tout un ensemble d'intermédiaires qui vont leur acheter à très bas prix et puis ils vont se retrouver quelques mois plus tard dans des situations de pénurie, ce qu'on appelle la soudure. Et là, eh bien, le prix de la nourriture flambe. La guerre en Ukraine et la guerre, elle a eu pour conséquence que un grand nombre de pays d'Afrique avaient pris l'habitude de s'approvisionner en Ukraine et en Russie parce que les prix étaient bas, parce qu'il y avait tout ce soft power de l'arme alimentaire dont a parlé Mathieu Brun. Et on s'est retrouvé avec non seulement une pénurie directe de nourriture, d'huile et de céréales, mais on s'est retrouvé aussi avec une pénurie de fertilisants. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous produisez 1 tonne de céréales à l'hectare, eh bien, vous comprenez que vous êtes beaucoup plus vulnérable que si vous produisez 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Alors, on peut tout à fait travailler avec les paysans pour leur permettre d'augmenter leur production, d'augmenter leur rendement. C'est ce que fait par exemple la Fondation Farm ou d'ailleurs Action contre la faim. Le problème, c'est qu'on ne peut pas agir sur l'ensemble de la filière de commercialisation. C'est-à-dire que une fois qu'on a produit plus, le paysan se retrouve confronté à la question de la commercialisation, à la question du transport, de la conservation des céréales, à la question des marchés. Et là, la spéculation, même la spéculation du petit commerçant, elle est extrêmement active parce que quand on sait que la nourriture manque, eh bien on fait des stocks, les commerçants font des stocks et puis ils attendent que la nourriture augmente pour pouvoir la lâcher sur les marchés de façon beaucoup plus, au compte-gouttes. Et le rôle des gouvernements, eh bien, c'est justement d'être capable de lutter contre cette spéculation, de lutter contre ces jeux en créant à la fois des stocks, on en a parlé, mais en faisant aussi des distributions, des lâchages de nourriture sur le marché, c'est l'aide alimentaire qu'on appelle structurelle, pour faire baisser les prix. Donc, ce que l'on comprend quand on regarde la question de la faim, c'est qu'il faut agir à tous les niveaux. La production agricole, la transformation, la distribution, l'interventionnisme public, parce que si vous laissez l'agriculture livrée aux lois du marché, vous êtes foutus. Et puis bien sûr, la question essentielle sur laquelle on a beaucoup insisté, mais qui est vraiment vitale, qui est la paix. Sans paix, de toute façon, il y a toujours la faim. La paix, et puis, avec le changement climatique, la pluie. Et s'il n'y a pas la pluie, eh bien, les puits, c'est-à-dire la possibilité de réguler l'accès à la ressource en eau pendant toute l'année, parce que dans ces milieux qui sont des milieux tropicaux, vous avez une saison sèche et une saison des pluies. Alors, on reviendra à la question du réchauffement climatique et le lien entre les deux, entre famine et réchauffement. Mais j'ai encore quelques questions sur sur les aides et la façon dont elles sont utilisées. Moi, quand je pense à l'agriculture européenne, Mathieu Brun, elle est quand même fortement subventionnée. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'agriculture africaine en comparaison ? On peut dire qu'elle n'est pas du tout, très peu subventionnée. À la Fondation Farm, on a sorti un observatoire qui nous permet de comparer en pourcentage de la valeur agricole les soutiens publics, les dépenses que l'État fait pour soutenir son agriculture et sa transformation alimentaire. Le constat qu'on a tiré, c'est que plus un pays dépend de son agriculture, notamment en termes de population qui travaille en agriculture, d'économie vraiment vivrière, moins il la soutient. Plus un pays dépend de son agriculture, moins il la soutient. Si on a fait ces calculs qui sont malheureusement dramatiques, de soutien par actif agricole, on a comparé un actif agricole américain aux États-Unis à un actif agricole au Ghana. L'acteur américain est 2700 fois plus soutenu qu'un agriculteur au Ghana. Comment est-ce qu'on peut, dans ces conditions-là, être compétitif, mais ne serait-ce qu'arriver à produire et à accéder à ces types de production. Si on regarde les subventions qui sont, les dépenses publiques qui sont accordées, notamment sur le continent africain, en Afrique subsaharienne, principalement, c'est des subventions aux intrants. Sylvie Brunel en a parlé avec beaucoup de justesse, donc des intrants, des semences, mais aussi des intrants type engrais, produits phytosanitaires. Eh bien, ces produits-là ont connu une hausse vertigineuse depuis bien avant la guerre en Ukraine. Quelques années auparavant, on voyait la hausse des prix qui s'envolait. Donc les agriculteurs sont soumis à des hausses de prix qui ne peuvent pas ensuite répercuter sur le marché. D'autant plus, et c'est des rapports de la FAO qui le montrent bien, que c'est 600 à 650 milliards d'aides annuelles à l'agriculture qui sont
massivement orientée vers les agricultures du Nord, participe pas à créer des modes de production qui sont durables. La semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire avec la Fondation Farm, et on a eu la chance de rencontrer des producteurs de cacao, de maraîchage qui sont en agroécologie, qui limitent au maximum l'utilisation d'intrants. Pourquoi ? Parce qu'ils dépendent de l'extérieur. Il n'y a pas de production, ou très peu de production d'intrants de synthèse sur le continent africain. Donc ils développent leurs propres solutions. Les cacaoyers, les cacaoculteurs par exemple, à partir de la cabosse de cacao, qui est très riche pour faire des intrants et pour mettre de la matière organique dans les sols, ils ont développé un ensemble de techniques, de savoirs pour essayer de ne pas trop dépendre de l'extérieur et d'être relativement souverains sur leur production. Et ces dispositifs, qui sont particulièrement innovants, ne sont absolument pas soutenus par les gouvernements. Idem pour les semences ? Idem pour les semences. On va publier quelques textes sur ces questions de semences. Aujourd'hui, les recherches internationales sur les semences sont concentrées sur des variétés, sur des types de cultures qui sont très importantes, le riz, le blé, les céréales, le maïs, mais les tubercules, l'igname, le teff, toutes ces céréales ou ces légumineuses qui sont hyper importantes pour la sécurité alimentaire dans les pays du Sud, elles sont pas du tout soutenues, elles sont pas du tout accompagnées en termes de recherche. Et pour accéder à ces semences-là, c'est aussi très compliqué. Donc il faut, et plus une semence elle est utilisée dans le temps, la recherche variétale aussi est très importante pour avoir des bons rendements. Donc ça demande aussi de structurer une offre à ce niveau-là. Jean-François Riffaut, sur ce thème-là, il y a une double responsabilité des gouvernements de ces pays-là d'abord, mais aussi d'une aide occidentale qui pourrait être fléchée vers justement une forme de subvention à ces agricultures, notamment, et puis on va commencer à aller vers la question du réchauffement climatique pour qu'elles ne dépendent plus d'un marché international et qu'elles soient le plus souveraines et le plus local. Oui, vous faites bien de rappeler, je l'ai fait aussi un peu tout à l'heure, parce que c'est difficile à faire, mais il faut le dire, d'abord la gouvernance locale, d'abord la responsabilité des États dans lesquels nous sommes présents, avec leur accord bien entendu, mais il faut le rappeler. Et puis ensuite, en effet, mais je vais le traduire un petit peu différemment, c'est la connexion entre le financement de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Vous savez, souvent, les financements internationaux, qui viennent d'ailleurs en gros 12 grands pays occidentaux, et qui constituent le plus gros de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, sont fléchés selon deux grands types d'enveloppes, des enveloppes de développement avec des modalités spécifiques de décaissement et souvent des actions bilatérales, et puis des enveloppes humanitaires. La réalité sur le terrain, c'est qu'une organisation humanitaire, comme Action contre la faim, est aussi une organisation de développement. Je m'explique. Nous traitons et nous sauvons des enfants sévèrement malnutris à Kaboul, à Ouagadougou, à Abuja, à Maïdougouri, etc., etc. Nous les sauvons. Donc ça, c'est de l'humanitaire. Des enfants qui devaient mourir ne meurent pas. Mais en parallèle, on travaille sur les causes de la faim. Et ce que vous disiez, Mathieu, est très intéressant parce que ça évoque ce que nous faisons à Madagascar, par exemple, ce que nous faisons aussi à Khor, dans une province d'Afghanistan, où nous travaillons en amont pour apporter des intrants de meilleure qualité, pour travailler sur des semences adaptées aux lieux et aux conditions, pour apporter du savoir technique aux populations aussi. Et je me rappelle de paysans à Khor, justement en Afghanistan, au mois de septembre dernier, au moment de la moisson, qui étaient très contents de la moisson faite, accompagnée par Action contre la faim. On a eu du financement là-dessus, donc ils étaient très contents d'avoir plus de blé que prévu, mais qui, en revanche, étaient très désespérés de voir qu'ils ne pouvaient pas vendre son blé, puisqu'il n'y avait personne pour acheter son blé. Et donc voilà, le sujet, c'est la connexion à la fois entre une gouvernance collective et une gouvernance locale, mais c'est aussi la connexion entre le temps court et le temps long. Je vous propose, puisqu'on parle de réchauffement, d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui était en visite en Somalie et qui se souvient de son dernier séjour dans ce pays. C'était en 2017, il fait la comparaison. La situation est alarmante, encore une fois. Le changement climatique est à l'origine du chaos. La Somalie a connu 5 mauvaises saisons des pluies consécutives et cette situation est sans précédent. D'ici au mois de juin, 6,5 millions de Somaliens devraient être confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Le risque de famine est toujours présent. Sylvie Matelli, si on essaye de calculer le coût des catastrophes climatiques, là on parle de quoi, de milliers de milliards, on est dans quelle échelle de grandeur et à quel point ça frappe justement, on est sur la superposition des cartes, ces pays les plus pauvres. Alors l'estimation qui a été faite pour 2022 et qui est une estimation sur ce qu'on connaît et qu'on a pu mesurer, donc qui est probablement sous-évaluée, c'est que les catastrophes naturelles
naturelles ont occasionné environ 2000 milliards de dommages à l'économie mondiale en 2022. C'est un record. Mais 2000 milliards, pour vous le remettre dans le contexte, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie, mais c'est aussi l'équivalent du PIB de l'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire qu'on a perdu, à cause du climat et des catastrophes naturelles, enfin des catastrophes climatiques, pardon, en 2022, l'équivalent de tout ce que produit en termes de richesse l'Afrique subsaharienne. Ça en dit long sur, et on n'est qu'au début de ce phénomène, ça en dit quand même assez long sur les conséquences que va avoir le changement climatique sur ces populations déjà extrêmement vulnérables. Sylvie Brunel, on parlait de services tout à l'heure, c'est quoi? Ce sont des écosystèmes qui sont fragilisés par le réchauffement et qui donc, on voit bien la baisse de production qui s'ensuit. Comment ça se passe en fait? Eh bien, les familles, en fait, quand elles ont des crises alimentaires, les familles vont ce qu'on appelle décapitaliser. Les ONG connaissent très bien cela, c'est-à-dire qu'elles vont se séparer petit à petit pour pourvoir à leurs besoins, qui sont des besoins de survie, d'éléments essentiels, des outils, et puis progressivement, elles vont devenir de plus en plus vulnérables. Certaines d'ailleurs vont partir, elles vont migrer vers les villes ou elles vont migrer vers les camps, donc elles vont former des populations déplacées qui, pour le coup, dépendent totalement de l'aide internationale pour survivre. Et globalement, ces populations, elles sont sur des écosystèmes qui se dégradent. Et la dégradation de ces écosystèmes fait que chaque crise climatique, et on a vu que leur fréquence s'accélérait dans la Corne de l'Afrique, eh bien chaque crise climatique vient se surimposer sur un territoire qui est de moins en moins résilient, de moins en moins résistant, avec des familles de plus en plus pauvres. C'est pour ça qu'Antonio Guterres dit à juste titre « J'ai l'impression que la situation est de plus en plus grave » parce que là-dessus se greffe bien sûr le croît démographique. Plus on est pauvre, plus on a d'enfants. Et ces populations sont aujourd'hui, par rapport à la capacité de charge des territoires sur lesquels elles se trouvent, elles sont trop nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de type malthusien, localisé, avec un déséquilibre entre les populations et les ressources. Mathieu Brun, est-ce qu'il y a aussi des absurdités, c'est-à-dire que des produits, des denrées alimentaires qui étaient produites dans ces pays les plus pauvres et qui finalement, qu'aujourd'hui ils importent? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont été écrabouillés par, alors c'est facile de dire ça, mais par par le système économique, agro-industriel, il faut dire les mots. C'est ça la démonstration. Oui, absolument. En fait, on a des cas de pays, le Sénégal par exemple, qui était un grand producteur de riz et qui se trouve aujourd'hui contraint d'importer une grande partie de son riz. C'est la même chose au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui ont la capacité de produire, mais qui sont écrasés par le marché, par les prix internationaux du marché de riz qui vient par exemple d'Asie du Sud-Est, qui est beaucoup moins cher parce que ces pays ont fait le pari d'investir massivement dans leur agriculture et d'exporter massivement leur production et ensuite d'inonder en fait ces terres-là. Mais ça dépasse l'entendement. Comment du riz qui vient de l'autre bout de la planète peut être moins cher que le riz produit juste à côté? Par manque d'investissement, par manque d'accès aux agriculteurs qui n'ont pas accès aux fonciers, qui n'ont pas accès aux semences de qualité, qui n'ont pas accès à des systèmes d'irrigation, qui n'ont pas accès à des marchés. On pourrait égrener la liste. Mais oui, parce que moi j'ai du mal à comprendre parce que là on parle de pays où la main-d'œuvre n'est pas chère. Qu'on ait ce raisonnement en France en disant bah oui, la main-d'œuvre est tellement chère qu'on va chercher un produit fabriqué en Asie, d'accord, mais là la main-d'œuvre n'est pas chère. Alors la main-d'œuvre est pas chère, elle est nombreuse, mais c'est justement pas qu'une question de main-d'œuvre, c'est une question de volume, d'investissement dans les politiques publiques et de consommation aussi. Notons quand même que l'Afrique va doubler sa population d'ici à 2050. Et puis vous avez aussi un dumping volontaire ou involontaire. On parlait tout à l'heure de la Russie qui vendait son blé très peu cher à ces pays. Bah c'est une arme, c'est un instrument d'influence dont elle a abusé. Et quand je parle de dumping involontaire, en son temps, on a, et c'est largement documenté, et ça a été l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de mouvements paysans, y compris dans nos pays, les politiques agricoles en Europe et aux États-Unis, soutenait fortement la production et faisait chuter les prix sur les marchés internationaux. Donc quand vous avez sur le marché la possibilité d'acheter un poulet bien moins cher que de le produire vous-même, il n'y a pas photo. Vous achetez le poulet, vous dites que vous ferez autre chose pour gagner votre vie, sauf qu'à un moment donné, vous vous rendez dépendant. Et là aussi, il est question d'autonomie et de souveraineté. Pour autant, très vite. Pour autant, on peut inverser les tendances. À la Fondation Farm, on a publié un article sur la filière poulet au Sénégal. Ils ont mis une règle qui interdisait
refusaient d'importer du poulet d'Europe. Ils ont développé leur secteur de volaille. Et donc là, on voit qu'en fait, en agissant sur de la régulation internationale, ça pose plein d'autres problèmes. Allez lire la publication. On peut inverser ces tendances. Pareil, maïs au Rwanda. Et voilà. Ben voilà, on termine sur une note un peu plus optimiste. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était vraiment passionnant. Sylvie Matelli, Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est donc aux éditions Erol. Et puis Sylvie Brunel, merci à vous aussi. Et je rappelle le titre de votre livre, Nourrir. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Belle soirée à toutes et à tous. Merci Mathieu d'avoir participé à cette émission comme tous les lundis et mercredis. Je vous dis à demain, 18h, 22h sur Public Sénat. Vous pouvez aussi retrouver nos programmes, cette émission et tous les autres programmes de la chaîne en replay sur notre plateforme publicsénat.fr.